Fond de Latte. Voici l'histoire d'un homme, Jean-Pierre Delin, dont tout le monde pensait qu'il serait condamné, lourdement condamné, parce qu'il avait tué sa femme, que c'était sûr et certain. Et pourtant, il a été acquitté, grâce à l'énergie folle de son tout jeune avocat, qui ne savait pas sans doute à l'époque qu'il allait devenir une star du barreau, et pas non plus sans doute qu'il serait nommé un jour garde des Sceaux, ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti, et c'est bien sûr avec lui que je vais débriefer cette histoire. Voici l'affaire Delin, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Maroilles, dans le Nord, la capitale des fromages qui puent. Quand vous achetez un maroilles, surtout mangez-le tout de suite. Parce que si vous le mettez au frigo, ou si vous l'oubliez dans un coin de votre cuisine, vous le regretterez amèrement. Ce fromage peut infecter un frigidaire, toute une pièce, que dis-je, toute une maison, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais bon Dieu que c'est bon, le maroilles. C'est à Maroilles, donc, que se déroule notre histoire en juin 1987, à 20 km à vol d'oiseau de la Belgique, dans cette région qu'on appelle l'Avesnois. Ici, pas de mines de charbon, pas de corons, des fermes, de grands prés verts, des vaches et des tracteurs. Ici, on n'est pas agriculteur, on est herbager, c'est-à-dire qu'on élève des vaches au pré. Et avec le lait, on fabrique entre autres le fameux fromage qui pue. Et parmi ces herbagers du village se trouvent les époux Delin. Jean-Pierre Delin, pas très grand, pas très beau, une grosse moustache et l'air un peu penaud. Et Janine, sa femme, une petite brune du genre énergie. Ce soir de juin 1987, les enfants ne sont pas là. Ils dorment chez leur oncle, à quelques centaines de mètres. Demain, c'est la fête locale, et les parents n'auront pas le temps d'y aller. C'est donc tonton qui les y amènera. Parce qu'avec les vaches, voyez-vous, on n'a jamais de repos. Les vaches, c'est tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. On la traite à 7h du matin, 365 jours par an. Alors, comme ils se lèvent tôt demain matin, eh bien, Jean-Pierre et Janine Delin se couchent de bonne heure. À minuit, un coup de feu déchire la nuit. Et quelques minutes plus tard, on voit Jean-Pierre Delin sortir de sa ferme en courant, paniquer, et courir vers la ferme d'à côté qui est celle de son frère. Il sonne, il tambourine à la porte. Personne ne répond, l'autre doit dormir comme une enclume. Alors Jean-Pierre court vers une autre ferme qui est celle de ses parents. C'est pas compliqué, toute la famille habite dans le même périmètre. Et le voilà qui sonne, qui frappe, qui crie. C'est sa mère qui lui ouvre. Et tout essoufflé, il lui dit: Janine est morte. Elle s'est suicidée avec une carabine. Sa mère le regarde. Elle est sans voix, parce que Jean-Pierre est couvert de sang, le sang de sa femme. Aussitôt, les parents appellent l'infirmière de Maroilles, qui les renvoie vers le médecin de garde. Quelques minutes plus tard, le docteur débarque à la ferme. « Oh, docteur, merci d'être venu. Suivez-moi, c'est par ici. » C'est par ici... Eh, c'est trop tard. Le corps de Janine est là, sur le lit. Posé à côté, il y a une carabine. Et au niveau de la mâchoire, on voit un grand trou. Elle ne respire plus. Pas de pouls. Le médecin constate son décès. Et il remarque au passage que Janine porte un soutien-gorge. Qui est bizarre. En principe, on enlève le soutif pour dormir. Mais peut-être qu'elle l'a mis pour mourir. À ce moment-là, le médecin devrait appeler les gendarmes. Quand il y a un mort quelque part, même un suicide, on appelle les gendarmes. Eh ben non. À 1h15 du matin, le docteur appelle le menuisier. Ah oui,
Il faut préparer le cercueil en vue des obsèques. Et en attendant, il déplace le corps dans la chambre des enfants et il entreprend de le laver et de l'habiller. Car sans doute, dès demain matin, il y aura des visites, il y aura beaucoup de visites. Ah, c'est comme ça que ça se passe, à la campagne. La suite est surréaliste. Le médecin délivre le certificat de décès. Et non seulement personne ne pense à prévenir les gendarmes, mais la famille de l'un, la belle-mère en tête, se met à faire le ménage. Elle décide de retirer du lit où sa belle-fille vient de mourir les draps tachés de sang. Et hop, à la machine à laver. Bon bah le sang, si on ne le lave pas tout de suite, ça laisse des traces. Hein. Et tant qu'à faire, elle lave aussi la chemise de Jean-Pierre. Ah oui, le sang, si on ne le lave pas tout de suite, ça laisse des traces. Et puis la voilà qui se met à lessiver le sol à grands coups de serpillière. Et les murs avec une éponge. C'est que ça a giclé partout. Et que le sang, si on ne le lave pas tout de suite, ça laisse des traces. Pendant ce temps-là, Jean-Pierre, le mari, est sorti prendre l'air. Et le voilà qui se met à fracasser la carabine qui vient de tuer sa femme. Et bam, sur le sol de la cour. Au moins comme ça, plus personne pourra s'en servir. Marie-Louise, la mère de Jean-Pierre, est une fée du logis. À 3h du matin, tout est en ordre. Alors elle va se coucher, parce que demain matin à 7h, faut traire les vaches. Et ça n'est qu'à 9h le lendemain matin que Jean-Pierre Delin appelle les gendarmes. Allô ? Bonjour. Ici Jean-Pierre Delin, à Maroilles. Dites voilà, ma femme elle s'est suicidée. Est-ce que ça vous concerne ? Disons que ça les concerne un peu et que ça va les concerner beaucoup. Les gendarmes débarquent à la ferme des Delin. Et pourtant, on peut pas dire que ça les arrange. Hein. On est dimanche et à Maroilles, c'est jour de brocante. Tout ce que le canton comte de Képy est affecté à la surveillance de la foire. Et ce suicide dans la ferme des Delin tombe vraiment mal. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour messieurs. Suivez-moi. Je vais vous montrer où ça s'est passé. Quand ils arrivent dans la chambre, les gendarmes sont consternés. Tout a été nettoyé, briqué, récuré. On a du mal à croire que quelqu'un est mort ici hier soir. Et puis le corps a été déplacé, et lavé, et habillé, sans parler de la carabine qui a été fracassée de rage par le mari au milieu de la cour. Et tout ça leur met la puce à l'oreille. Ça sent le meurtre maquillé en suicide, à plein nez. Et il ne manque pas de faire passer le message au procureur. Entendu, major. Merci de m'avoir prévenu. Et le procureur décide alors d'ordonner une autopsie sommaire. Pas un démontage complet du corps de la pauvre Janine, non. Juste quelques observations et quelques analyses, au cas où. Et le problème, c'est que le jour même doivent avoir lieu les obsèques de Janine. Et si le corps est chez le légiste, comment est-ce qu'on va faire ? Il est décidé de maintenir la cérémonie, mais sans cercueil. Tout le village est là. Sauf son mari, Jean-Pierre. On l'appelle, on va voir à la ferme, il est parti. Mais où ? Il faut dire que depuis ce matin, avec le balai incessant des voitures bleues des gendarmes, ça caquette à Maroilles. Bon ben les gendarmes pensent qu'il a tué Janine, figure-toi. Du coup, c'est pas étonnant qu'il soit pas là. À 13h40, la gendarmerie reçoit un appel téléphonique. Un accident de voiture à Saint-Aubin, à 15 km de Maroilles. Une voiture qui s'est encastrée dans le mur, le conducteur a été grièvement blessé. Et il s'appelle... Delin. Delta Echo Uniform Lima India November.
prénom Jean-Pierre. Il a été transporté à l'hôpital. Et dans sa poche, on a trouvé ce message de 5 lignes. L'autre jour, il y a bien 6 mois, il est venu un jeune représentant pas très beau. Depuis, elle me répétait tout le temps, je vais partir avec lui. Samedi, elle m'a dit, c'est pour bientôt, alors je l'ai tué. Jean-Pierre Delin aurait donc tenté de se suicider tout en avouant le meurtre de sa femme. Le lendemain, les gendarmes foncent à l'hôpital. Ils veulent évidemment que Jean-Pierre réitère ses aveux devant eux. Il est bien amoché, hein. Traumatisme crânien et fractures multiples. Mais il veut bien vider son sac. Samedi soir, je suis allé voir les bêtes dans le pré. Après, je suis allé me coucher. Quand je suis entré dans la chambre sans allumer, Janine était déjà couchée. Je me suis allongé. Vers minuit, voilà. J'ai décidé de la tuer plutôt que de la voir me quitter. Alors je suis allé chercher ma carabine. Je me suis couché à côté d'elle. J'ai pas regardé ce que je faisais. J'ai dirigé l'arme vers sa tête, sans aller jusqu'à la toucher. Et j'ai tiré. L'affaire est pliée. C'était un meurtre. Il vient d'avouer. Le juge d'instruction qui vient d'être désigné va avoir la tâche facile. Sauf que quand elle se rend à l'hôpital pour lui signifier son inculpation, coup de théâtre, il revient sur ses aveux. Il n'a jamais tué sa femme. Mais elle ne s'est pas non plus suicidée. C'est le représentant, le fameux représentant pas très beau, qui a fait le coup. Il serait rentré dans la chambre conjugale. Janine aurait alors annoncé à Jean-Pierre qu'elle allait partir avec lui. Il serait parti sans elle dans un premier temps. Et il serait revenu pour la tuer. Franchement, mais qui peut croire un truc pareil? Pour être très honnête, la juge ne croit pas à cette histoire de représentant. Mais par acquis de conscience, elle voudrait quand même l'interroger. Vous pourriez me dire comment il s'appelle, monsieur Delin? Oh ben, non, je connais pas son nom. Je l'ai vu qu'une fois. Hein. Vous pourriez peut-être me le décrire? Oh ben, la fois où je l'ai vu, c'était la nuit. Je dirais, je sais pas, entre 25 et 30 ans, je pense. De taille moyenne. Des tailles physiques, peut-être, monsieur Delin? Bah non, quoi, il avait pas de lunettes, pas de moustache non plus, pas de costume, pas de cravate. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme descriptif, c'est plutôt léger. De toute façon, à Maroilles, personne n'y croit à cette histoire. Janine, un amant, ça tient pas debout. La bagatelle, Janine, c'était pas trop son truc. Hein. Dans toute sa vie, il y a eu que Jean-Pierre. Elle l'a connue dans un bal quand elle devait avoir 18 ans, et lui pas beaucoup plus. Ils se sont mariés 3 ans plus tard, ils ont repris la ferme des parents de l'un, et depuis, pas de vacances, pas de loisirs, pas de fantaisie, les vaches. Rien que les vaches. Au village, on dit aussi que c'est elle qui faisait tourner la ferme. Que Jean-Pierre, c'était pas un vaillant, puis qu'il avait sale caractère, et qu'il était capable de piquer de grosses colères. On raconte qu'un jour, il a giflé Janine pour une histoire de portail mal fermé et de veau échappé du pré. Quelques jours plus tard, rebondissement. Depuis sa cellule, Jean-Pierre Delin écrit à la juge d'instruction. Mademoiselle, me trouvant dans un meilleur état mental que lors de mon séjour à l'hôpital, je me permets de vous envoyer quelques modifications à ma déclaration. Je vous dis que ça n'est pas moi qui ai tué ma femme,
Je me sens totalement innocent. Pour moi, il s'agit d'un suicide. Je me suis réveillé en sursaut. Ma femme était morte à côté de moi. Retournons à la case suicide. Mais pas pour longtemps. 15 jours plus tard, les médecins légistes rendent leur rapport. Et pour eux, c'est sûr, Jeannine Delin ne s'est pas suicidée. En raison des traces de poudre sur le crâne, nous avons établi que le coup a été tiré à bout touchant au niveau de la mâchoire. Or, pour que le canon de la carabine touche la mâchoire, et qu'en même temps la dame soit en mesure d'appuyer sur la détente, il aurait fallu qu'elle écarte le bras. Or, son mari dormait à côté. Il l'a gêné forcément. C'est strictement impossible. Et puis quelques semaines plus tard, tombe le rapport des experts en balistique. Eux aussi pensent que le suicide est impossible. Ils ont reconstitué la carabine de Jean-Pierre, qui a explosé en 1000 morceaux, et ils ont procédé à des tirs d'essai. Ils ont d'abord constaté que l'arme se déclenche très facilement, une légère pression sur la gâchette et le coup part. Et à la différence des légistes, ils pensent que le coup a été tiré à bout portant. Pas touchant, portant. C'est-à-dire que le canon ne touchait pas la mâchoire, mais presque. Mais ils sont d'accord avec eux sur un point. Le suicide est impossible. Sauf éventuellement si elle s'est assise dans le lit. Dans ce cas-là, son mari ne la gênait plus. Et nous voilà au cœur de la problématique désormais de cette affaire. Est-ce que Jeannine a pu se suicider dans son lit avec une carabine 22 long rifle tandis que le mari dormait à côté d'elle? Autrement dit, avait-elle le bras assez long pour que le canon de la carabine touche sa mâchoire, ou en tout cas qu'il soit à quelques centimètres, et qu'elle puisse appuyer sur la détente? Les experts en balistique ont mesuré. À notre sens, pour qu'elle ait pu se suicider, il faudrait que son bras mesure au minimum 72 cm. Au minimum. Et le problème, eh bien, c'est que les légistes ont complètement oublié de mesurer la longueur de son bras. C'est ballot. Pour tenter d'y voir plus clair, la juge organise une reconstitution dans la chambre même des Delin. Et elle demande à une greffière de prendre la place d'Eugénie. Très bien. Maintenant, vous ne bougez plus. Maintenant, monsieur Delin, je vais vous demander de vous coucher à côté d'elle, dans la position dans laquelle vous étiez. Voilà. Et on essaye tous les cas de figure. Tête droite, puis tête penchée, buste redressé, bout touchant, bout portant. Et dans tous les cas de figure, un suicide paraît impossible. Delin est furieux. Bon, enfin, gros, si la greffière, elle n'arrive pas à déclencher la carabine, ben c'est qu'elle n'a pas le bras aussi long que celui de ma femme. La greffière, elle est trop petite. Ma femme, elle était aussi grande que moi. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la carabine utilisée par la greffière n'est pas de la même taille que celle utilisée le soir du drame. Cette reconstitution est un fiasco. Alors on renvoie le bébé au balisticien. Prière de se remettre au travail. Et ils s'y recollent. Et ils arrivent à la conclusion qu'il y a 75 cm entre la gâchette et le bout du canon. Et que si on ajoute par hypothèse un minimum de 5 cm entre le bout du canon et la tête de Jeannine, il faudrait un bras de 80 cm. Sur cette base, nouvelle tentative de reconstitution. Avec cette fois, tant qu'à faire, la véritable carabine de Delin qu'on a rafistolée. Mais là encore, la greffière est incapable de déclencher le tir, ni assise, ni couchée, ni le buste relevé. Il n'y a rien à faire. Elle n'a pas le bras assez long. Oh ben c'est encore la greffière que vous utilisez pour jouer ma femme. Enfin, elle n'a pas le bras assez long. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois.
Ma femme, elle avait les bras beaucoup plus longs. Sauf que les légistes, je vous le rappelle, ont oublié de mesurer le bras. Qu'à cela ne tienne, la juge décide de faire exhumer le corps de Jeannine, avec ordre de mesurer le cadavre dans tous les sens. Première surprise, Jeannine Delin est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. 1,61 m. Quant à la distance entre sa main et l'orifice d'entrée de la balle, il est de 77-78 cm, voire 82 quand la tête est bien droite. Il avait raison, Jean-Pierre Delin. La greffière était trop petite. Et du coup, à condition qu'elle ait été assise et l'arme passant au-dessus du corps de son mari endormi, le suicide redevient possible. En parallèle, les gendarmes cherchent à reconstituer l'emploi du temps des Delin le fameux samedi. D'abord, est-ce que Jeannine, ce jour-là, avait l'air déprimée? Non, répondent tous ceux qui l'ont croisée. Elle avait l'air normale. Jean-Pierre et Jeannine auraient dîné en tête-à-tête à 20h. Et après, on a regardé Champs-Élysées de Michel Drucker sur Antenne 2. Je me souviens, ce soir-là, il recevait Enrico Macias. Pendant l'émission, il dit qu'il a avalé un demi-comprimé de somnifère et que Jeannine a gobé l'autre moitié. Et après, ils ont picolé. Dans le sang de Jeannine, on a retrouvé un taux d'alcool de 1,85 g, l'équivalent de une bouteille et demie de vin. Sacrée descente, la Jeannine. Ouais, je comprends pas comment on a pu retrouver autant d'alcool dans son sang. Elle n'a jamais bu qu'une canette de bière au cours du repas, Jeannine. D'accord, mais peut-être que ce soir-là, elle a voulu se donner du courage avant de se suicider. À 22h20, fin de Champs-Élysées, Jean-Pierre dit qu'il prend sa voiture et qu'il va voir les bêtes au pré. Il dit qu'il rentre une demi-heure après. Or, les gendarmes mesurent qu'il faut 50 minutes pour faire le tour des prés. Et encore, partant sec. Or, ce soir-là, les sentiers de terre étaient gorgés d'eau. Conclusion, il ment. Encore. Il explique qu'il a pris des raccourcis. On a quand même du mal à le croire. À la fin de son instruction, la juge décide de renvoyer Jean-Pierre Delin devant la cour d'assises pour le meurtre de sa femme. Et là, lui, sans le savoir, fait un coup de génie. Il recrute un jeune avocat de Lille, encore peu connu, sauf dans le Nord, où il commence à pointer le bout de son nez, et qui s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il va déployer dans ce dossier une énergie stupéfiante. Pas pour l'argent, les Delin n'en ont pas de l'argent, mais parce qu'il a ça ancré au plus profond de lui-même. Défendre. Je vous rappelle qu'aux assises, en 1990, il n'y a pas d'appel. Ça se joue en un coup. Faut pas se rater. Alors voyons quels atouts Maître Dupond-Moretti a dans sa main. Sur le papier, il n'en a pas beaucoup. Si, il en a un. Au moins un. Jean-Pierre Delin n'avait aucune raison de tuer sa femme. C'est elle qui faisait tourner la ferme, certainement pas lui. Mais c'est pas avec ça que Maître Dupond-Moretti va convaincre les jurés de l'innocence de son client. Parce que tout le reste, ça pèse lourd. À commencer par ses aveux, les aveux qu'il a fait à l'hôpital. Flashback. Quand je suis rentré dans la chambre, sans allumer, Jeannine était déjà couchée. Je me suis allongé, et vers minuit, voilà. J'ai décidé de la tuer plutôt que de la voir me quitter, quoi. L'avocat va tenter de convaincre qu'au moment de ses aveux,
Il était complètement sonné. Et que donc il a déliré. Ah oui, on a dû l'attacher à son lit parce qu'il arrachait ses pansements. Même le personnel de l'hôpital a eu du mal à communiquer avec lui. Les aveux qu'il a faits aux policiers ne valent rien. Ça se tente, hein. On verra. Le problème, c'est qu'il y a aussi le mot retrouvé dans sa poche, après sa tentative de suicide. Il s'y accuse du meurtre de sa femme. Ça pèse lourd, ça. Eh bien, Dupond-Moretti plaidera que sa femme s'était fait exploser la cervelle à 10 cm de lui, et qu'il avait du sang sur le visage, et qu'il était donc en état de choc. Pourquoi pas? On verra si ça passe comme argument. Venons-en maintenant aux représentants de commerce que Delin a désigné comme étant l'amant de sa femme. Ce qui est faux. Et là, la stratégie de Dupond-Moretti va vous surprendre. Il va dire « Mon client vous a menti. » Voilà. Et il a dit n'importe quoi. Pardon. Sur le papier, c'est bizarre hein, comme défense. Mais en pratique, ça peut plaire aux jurés, ça. Cette honnêteté de l'avocat. Il est futé. Il est très futé. Mais tout ça ne pèse pas grand-chose par rapport à l'essentiel dans ce dossier. Les expertises balistiques. Les experts vont venir dire à la barre que Janine avait le bras trop court, qu'elle n'a pas pu se tirer toute seule une balle dans la tête, et que donc on l'a assassinée. Si les jurés les croient, c'est foutu. Alors comment contrer cette démonstration? Dupond-Moretti n'aime pas les experts. C'est un ogre, Dupond-Moretti. Il mange un expert tous les matins au petit déjeuner. Il pense que souvent, ils ne font que confirmer dans leur rapport ce qui est déjà écrit dans le dossier. Donc, il va commencer par rappeler qu'entre le premier rapport des légistes et leur dernier rapport, le bras droit de Janine Delin s'est allongé. On est passé, écoutez-moi bien mesdames et messieurs, de 72 à 82 cm. C'est-à-dire que le bras de madame Delin s'est allongé de 10 cm. Vous avez été incapables de mesurer convenablement le bras d'une morte, messieurs les experts. Et bim! Ça c'est très bien joué. C'est un argument qui pèse lourd. Mais c'est pas fini. Dupond n'a pas l'intention d'en rester là. C'est ça qui va faire sa réputation. Il est combatif comme pas deux. Alors la veille du procès, il s'enferme dans sa cave avec un huissier de justice. Sa propre cave, chez lui. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, le diable? Ah, vous êtes là? Vous êtes l'huissier de justice, c'est ça? Merci d'être venu. Suivez-moi, ça se passe en dessous. Dans sa cave, l'avocat a placé une carabine 22 long rifle dans un étau. Les experts disent que le tir a eu lieu à bout touchant, c'est-à-dire que le canon de l'arme touchait la tête de Janine. Et donc, collé au canon de la 22 long rifle, Dupond-Moretti a mis une planche sur laquelle il a accroché 3 tas de feuilles de papier. Sur le premier tas, qui n'en est pas vraiment un, une seule feuille de papier. Sur le deuxième tas, 5 feuilles de papier superposées. Et sur le dernier, 10 feuilles de papier superposées. Et sous les yeux de l'huissier de justice qui pourra attester de ce qu'il a vu, il tire 3 fois, à bout touchant. Et là, il apparaît que sur chacun des tas de papier, la petite corolle qui marque l'entrée de la balle est différente. Or, le balisticien a dit dans son rapport que ce qui déterminait la taille de la corolle, c'était la distance de tir. Devant la cour d'assises, Dupond-Moretti a maintenant de quoi le faire mentir. Eh oui, il n'y a pas que la distance qui compte, monsieur l'expert. Il y a aussi l'épaisseur de la matière à traverser. Dans ce contexte, monsieur l'expert, votre rapport n'a plus aucune valeur.
le balisticien et le légiste quittent le palais de justice en caleçon à fleurs. À la fin du procès, Maître Dupond-Moretti ne sait pas encore s'il a convaincu les jurés. Mais il a fait douter l'avocat général, qui est là pour défendre l'accusation. L'avocat général qui rend les armes, c'est rare ici. Et pourtant, quand une affaire a mal démarré, elle est perdue pour la vérité. Et là, normalement, l'avocat général doit requérir une peine. Mais non, il ne requiert pas l'acquittement, mais il ne requiert pas de peine non plus. Les jurés délibèrent pendant près de 4 heures. Et à l'issue, Jean-Pierre Delin est acquitté. Un miracle? Non. La chance d'avoir eu un avocat hors du commun. Et donc il sort de prison, après 2 ans et 8 mois de détention, et il retourne dans sa ferme de Maroilles, et il reprend sa vie d'herbagé. Et il voit l'avocat qui lui a sauvé la peau devenir une star, et puis carrément, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une affaire criminelle de 1987 à Maroilles, dans le Nord. Un agriculteur, Jean-Pierre Delin, qui est accusé d'avoir tué sa femme. Tout laisse penser qu'il sera condamné. Et finalement, il est acquitté par la cour d'assises grâce à l'énergie stupéfiante de son avocat, Éric Dupond-Moretti, qui est là avec moi. Éric Dupond-Moretti, ce qui me fait rigoler, c'est que quand je vous ai appelé pour parler de cette histoire, vous m'avez dit « on va pas s'attarder sur l'histoire, je m'en souviens plus très bien ». Et en écoutant l'histoire, en fait, vous vous souvenez de tout. Millimètre par millimètre. Oh, c'était une fausse excuse. La réalité, c'est que, bon, j'ai été avocat, et je veux pas revisiter mon passé, ça n'a pas de sens. Ce procès, il a eu lieu, il est aujourd'hui derrière moi. J'ai fait d'autres choses depuis, et moi, je suis pas passéiste. J'ai été C'est votre chien? C'est mon chien, oui. Jean-Claude. Je pensais pas qu'il s'exprimerait, mais en réalité, il est devenu propriétaire du studio, il entend du bruit. Non, je veux pas revisiter les procès que j'ai eu à plaider. Mais vous vous en souvenez au millimètre? Mais évidemment, je m'en souviens. Il y a d'ailleurs un ou deux petits détails qui manquent. Je m'en doutais. Le père de Janine s'était suicidé. On est au moment de la fête des pères. Et avec un fusil. Donc il y avait un passif dépressif dans la famille. Bon, il y avait ça. La question de l'alcool, on l'a évoqué. Ce que disent les gendarmes quand ils vont faire leur espèce de reconstitution en disant il faisait nuit, il n'a pas pu se retrouver dans les champs. En réalité, ils avaient demandé à Météo France à quelle heure se couchait le soleil. Et ils en avaient déduit qu'il faisait nuit. Et moi, j'avais contacté Météo France pour dire, mais le coucher du soleil, c'est quoi? C'est la disparition du disque solaire ou de l'épicentre. Et auquel cas, et c'était la réalité, il nous restait évidemment une demi-heure crépusculaire. Donc, il était faux d'affirmer, comme le faisaient les gendarmes, qu'il faisait nuit à ce moment-là. Le jour tombait. Et donc, il avait pu faire ce chemin avec de la lumière. Et puis, oui, moi, j'ai une certaine émotion en même temps que je ne veux plus revisiter mon passé parce qu'il est derrière moi et qu'il faut toujours envisager l'avenir, mais je suis doublement ému d'abord parce que Delin m'a donné une très très grande leçon. Quand je suis allé le voir à Valenciennes, il me fixait, il avait des yeux très très clairs et je lui disais mais défendez-vous, bougez. Au fond, j'avais intégré cette idée folle qu'un innocent doit ressembler à l'image que l'on se fait de l'innocent. Et il m'a dit, mais je suis comme je suis. Je me suis toujours souvenu de ça. Parce que parfois on juge les gens, j'allais dire à la gueule, à la façon dont ils se défendent, mais on sait dans la réalité qu'il y a des coupables qui se défendent comme de vrais innocents et de vrais innocents qui se défendent mal et que l'on pense parfois coupables.
Il m'a donné cette leçon. Et puis alors, un petit mot perso, là, Christophe, on a fait quelques faites entrer l'accusé. Quelques-uns. Quelques-uns, oui. Bon. J'ai accompagné votre carrière, en vérité. Parce que Ouais. quand a lieu cette affaire, je suis à Lille, Ouais. je travaille à Lille, Ouais. et ensuite il y a 15 ans de fait entrer l'accusé derrière. Oui, et moi, j'ai retenu ce qu'était cette émission. Et d'ailleurs, quand je suis devenu ministre, j'ai souhaité qu'on filme la justice. Parce qu'on lui tombe dessus en permanence à la justice à bras raccourcis. On tape, on cogne. Oui, il y a des décisions qui sont bizarres, hein, qu'on a du mal à comprendre, je l'entends. Mais la justice, évidemment, elle doit être indépendante. Et elle doit mieux se faire connaître. Et Faites entrer l'accusé, c'était, à mes yeux, à mon sens, une émission d'une très grande qualité. C'est intéressant parce que j'avais envie de vous parler de ça. Vous pensez que des gens comme moi, qui racontent des affaires criminelles, ils font le bien ou ils font le mal? Moi, je suis capable de mettre des bémols. Hein. Par exemple, le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'en racontant éternellement ces affaires anciennes, je permets plus aux gens de tourner la page. Là, il s'avère que Jean-Pierre Delin est décédé. En 2023. Moi, je pense qu'il est indispensable de raconter, mais il faut le faire bien. C'est-à-dire que la présentation que l'on a aujourd'hui de la justice, c'est une présentation fait diversière. On oublie souvent un certain nombre de principes. C'est quoi cette histoire si on la résume? Monsieur Feltz, avocat général, grand avocat général, hein, pas un laxiste. Il mesure à quel point il y a des béances dans ce dossier et il en tire les conséquences. Le doute, qui est un principe fondateur. Et à force de regarder la justice sous l'angle du fait divers, d'abord on la comprend souvent très mal. Moi, en qualité de ministre, je me suis vu reprocher un certain nombre de choses. Tel crime, telle violence, tel fait de société, tel fait divers, on l'impute au laxisme de la justice. Et on ne va pas au fond des choses et on connaît mal les dossiers. On sait rarement ce qu'il y a dans un dossier. C'est des gens qui parlent de justice en permanence, qui n'ont jamais mis les pieds dans un palais de justice. Donc décortiquer une affaire, c'est important. Parce que ça montre, au fond, aux gens qui doutent de la justice, comment elle fonctionne. Mais je peux attester, moi, Éric, que même en la décortiquant, on ne la raconte pas vraiment. Je pense, moi, que qui n'a pas assisté à un procès ne peut pas avoir d'opinion. Sur l'affaire Delin, par exemple, les gens qui nous écoutent en concluent que sans vous, il est coupable et qu'au fond, vous avez fait acquitter un innocent. Ils ne peuvent pas avoir d'avis, ils n'étaient pas au procès. Alors peut-être, mais en même temps, ce que je dis n'est pas faux. La démonstration que je fais avec l'huissier dans mon garage, bien sûr qu'il faut avoir l'idée de faire cette démonstration, mais la démonstration, elle est imparable. Le fait de rappeler qu'il y a eu un suicide, le suicide du père de Janine, extrêmement important dans le contexte. Le fait de se souvenir que dans ces soi-disant aveux, il y a un jeune représentant pas très beau qu'on n'a jamais retrouvé. Et Dieu sait qu'on l'a cherché parce que la juge d'instruction avait la conviction de sa culpabilité. Dieu sait que on a retourné toutes les entreprises agricoles pour trouver ce représentant qui était passé. On n'a jamais trouvé ça. C'était le mobile d'une certaine façon. La façon dont on a extorqué ses aveux, il est encore à l'hôpital, etc. Tout ça, je ne l'ai pas inventé. Alors, peut-être que j'ai eu quelques bonnes idées, mais en même temps, la vérité, elle n'a pas été dénaturée, bien au contraire. Donc, rentrer dans un dossier comme celui-là, parce que de façon brute, si on présente cette affaire, on dit, voilà, il y a tout contre lui, il est acquitté, la justice n'a pas marché. Quand on rentre dans le détail, on se rend compte que les choses sont plus complexes. Et quand on juge la justice, souvent, on le fait de façon, comment dirais-je... on ne connaît pas le dossier. On ne connaît pas le dossier. Donc on a un avis sur un dossier qu'on ne connaît pas. Vous avez des gens, aujourd'hui, des commentateurs, des yaka faucons qui commentent en permanence la justice sans même savoir ce qu'il y a dans le dossier. Ils disent, voilà ce qu'on reproche à un type, voilà à quoi il a été condamné, c'est scandaleux. C'est pas comme ça que ça peut marcher. Robert Badinter disait qu'il ne fallait pas aimer les gens pour les défendre, que ça n'était pas indispensable, il n'aimait pas Patrick Henry, et il a sauvé sa tête. Je me dis que vous êtes différent parce que vous êtes affectif. Je me trompe? J'ai défendu certains hommes que je n'aimais pas du tout.
ce qu'il faut, c'est aimer le droit. Ce qu'il faut, c'est aimer les principes. Ce qu'il faut, c'est y mettre toute l'énergie dont on est capable. Il n'y a pas d'obligation de résultat quand on est avocat, mais il y a une obligation de moyens. De se battre, d'aller jusqu'au fond des choses. C'est ça un avocat. Et au fond, un avocat, il n'est efficace que s'il trouve ce que tous les autres n'ont pas trouvé. Le petit plus, il est là. Là, en l'occurrence, quand je demande qu'on remesure le bras de cette pauvre Janine, personne n'y avait pensé. Et ça, c'est un plus qu'on apporte, évidemment, là, au crédit de la défense, pour le coup. Mais les choses ont été faites en dépit du bon sens. Et l'avocat qui n'aurait pas eu l'idée de demander ça, il serait passé à côté. Moi, je me souviens des cris d'orfraie qui poussaient. Il y avait la photo de mariage. Il avait communiqué ça à la juge d'instruction pour dire, enfin, votre greffière, c'est pas ma femme, quoi. Et à force d'insister, bien sûr, on a remesuré. On a trouvé 80 cm de plus. Puis ensuite, les balisticiens ont dit des bêtises. Ce qui a été battu en brèche par le constat d'huissier Les experts que j'ai présenté. disent des bêtises. Donc Ça leur arrive en tous les cas. On a des sciences molles, difficiles. La psychiatrie, la psychologie. Et on a des sciences qui se présentent comme 100% scientifiques. Par exemple, l'expertise balistique. Oui, mais ensuite, oui, c'est une science, mais vous avez aussi la qualité du scientifique qui compte. Il y a des nuls. Ah oui, il y a des nuls, oui. Oui, et il y a de très bons, mais comme tout, il y a de très bons juges, il y en a de très mauvais, il y a de bons avocats, il y en a de mauvais, de bons boulangers, de bons animateurs, etc. On peut multiplier les exemples. En 1987, quand Jean-Pierre Delin est confronté à cette affaire, vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes avocat depuis combien de temps? Depuis 3 ans. C'est votre première grosse affaire devant les assises? Ah, c'est celle qui me marque, évidemment. C'est le début. C'est le début, oui. Ouais. Celle-là, elle est pour moi emblématique, oui. Et sûr. elle est le résultat de beaucoup d'énergie. On voit bien que ce dossier-là, dans lequel vous êtes rémunéré des nefs, on est d'accord? Oui. Donc, Oui, par l'aide judiciaire. j'aurai un maroilles après l'acquittement. Voilà. Que d'ailleurs, Vous allez oublier dans votre voiture. j'ai oublié dans ma voiture. Et Dieu sait qu'elle me parle, l'introduction de cette émission, quand vous dites c'est un fromage qui pue. Oui. Vous l'avez oublié dans la voiture un certain temps. Oui, c'est ça, parce que après cette affaire, je suis allé plaider à Toulouse, et je suis resté une bonne semaine à Toulouse, et quand j'ai récupéré le véhicule, le maroilles marchait tout seul. Cette vocation d'avocat, elle est très ancienne ou c'est l'hasard de la vie? Non, cette vocation d'avocat, elle est... Quand j'entends que Ranucci a été guillotiné, je dis je veux devenir avocat. Mais j'y ai pas songé tout de suite. C'est-à-dire que il faut avoir cheminé un peu pour se dire mais pourquoi j'ai choisi ce métier? Au fond, vous le choisissez, vous y allez à fond, mais vous savez pas quelles sont les raisons profondes. Et c'est après, bien après que j'ai réfléchi à ça. Puis il y a une autre raison, c'est que mon grand-père maternel a été assassiné, que comme c'était un Italien, un Rital, un macaroni, tout le monde s'est foutu éperdument de trouver le coupable, et ça a marqué ma famille, et dans les réunions de famille, on évoquait cela. Je pense que c'est la conjonction de ces deux choses-là qui ont fait que j'ai souhaité très très tôt devenir avocat pénaliste. Mais cette énergie, vous auriez pu l'investir dans un autre métier, parce que quand on vous connaît, au fond, c'est intrinsèque à votre personnalité. Donc vous l'avez sans doute gardé quand vous étiez garde des Sceaux, et vous auriez pu l'investir en étant, je sais pas quoi, prof, ou vous auriez été un bon prof? Je sais pas. Énergique. Vous dormez pas, donc c'est déjà un avantage. Non, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Ce métier-là, moi, j'ai jamais songé à faire un autre métier. Et quand j'ai accepté d'être garde des Sceaux, j'avais fait un peu le tour de ce métier, pour ne pas dire le tour de ce métier. Tour. Oui. Quand vous dites j'ai fait le tour, c'est que vous ne redeviendrez pas avocat, sans doute? Je sais pas. Pour le moment, c'est compliqué, puisque vous savez que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et puis c'est bien légitime, vous interdit par exemple de plaider pour l'État ou contre l'État. Donc là, il y a une période de 3 années qui rend difficile à mes yeux la reprise de la robe, mais après, je verrai. Faut jamais dire non. Faut jamais dire jamais, surtout. En attendant, vous êtes lancé dans un truc qui
Je n'ai jamais vu un homme politique faire ça. C'est-à-dire, vous avez été garde des Sceaux 4 ans, vous sortez au mois de septembre, le 21 septembre dernier, et 3 mois après, vous êtes sur scène au Théâtre Marigny pour une pièce, enfin un spectacle, un one-man qui s'appelle J'ai dit oui, qui va se jouer jusqu'au 15 juin. C'est unique, ça. Je veux dire, un ancien ministre qui se lance dans le spectacle tout de suite. J'aurais pu faire un bouquin immédiatement. C'est ce que font en général les hommes politiques. Ils se vendent pas toujours très bien, les bouquins. Ouais. Et puis, je me disais qu'au fond, le théâtre, c'est un lieu c'est l'agora, c'est le lieu par définition de la démocratie. Puis c'est un contact avec les gens. Et moi, j'aime ça. Enfin, j'ai été avocat d'assises, donc devant le jury populaire pendant des années. C'est la même histoire, c'est la même mécanique. Parler aux gens. Ouais, c'est la même mécanique, sauf que les enjeux sont différents. Bon, au théâtre, on risque des huées et quelques tomates. Évidemment, devant la cour d'assises, on risque la condamnation d'un homme à l'encontre duquel la preuve de la culpabilité n'a pas été rapportée. C'est quand même pas les mêmes enjeux. Mais c'est la part assez jouissive de ce que vous êtes. Vous prenez plaisir. Ah oui, et énorme plaisir. Sur scène, oui, bien sûr. Avec le trac aussi, évidemment, parce que celui qui n'a pas le trac, il ne faut pas aller le voir. Ça veut dire qu'il s'en fout complètement. Et puis j'avais le trac quand j'étais avocat, évidemment, quand on se lève 26 ans pour plaider dans cette affaire dans laquelle on s'est totalement investi. On n'a pas dormi de la nuit. On n'a pas dormi de la nuit, non. J'étais ravi, Éric Dupond-Moretti, de débriefer cette histoire avec vous, et je renvoie votre spectacle, pour le coup, au Théâtre Marigny. Ça reviendra, je veux dire, ça va s'arrêter au mois de juin, puis ça reviendra à la rentrée. Ah oui, il y a toute une tournée après, là j'y suis du 4 au 15, et puis ensuite il y a Lyon, Toulouse, on a déjà fait beaucoup de dates, et puis ensuite il y a l'étranger, il y aura aussi évidemment les Antilles, où je me réjouis d'aller faire ce spectacle. Montréal sans doute, puisqu'il y a une grosse communauté française. Et parce que votre femme est québécoise. Et voilà, vous avez tout compris. Donc oui, ça ne s'arrête pas, et puis on reprendra vraisemblablement en septembre, et il y a déjà des dates qui sont prévues pour 26. Merci beaucoup, Éric. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.